Bonsoir, professeur Perron, Bonsoir, et bienvenue en Corse, évidemment. je suis ravi d'être en Corse et surtout invité à l'initiative d'un papa qui a perdu sa fille de l'injection expérimentale. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je suis content de venir témoigner parce qu'il n'est pas le seul. Il y a malheureusement eu énormément de victimes en France de ces produits qu'on a appelés vaccins qui ne sont pas du tout des vaccins. Merci beaucoup pour ça, parce que votre voix, elle compte énormément pour toutes les personnes qui sont concernées, et même les personnes qui sont concernées de plus loin. J'aimerais vous poser deux questions, et la première d'entre elles, quel bilan faites-vous 4 ans après de cette crise Covid et de tout ce qui s'est fait autour? Alors, le bilan, je voudrais remercier chaleureusement tous les quelques milliardaires du monde qui nous manipulaient depuis des décennies. Je ne m'en étais pas rendu compte, j'étais un petit Français naïf. Il y a encore 5 ans, je pensais vivre en démocratie, même si de temps en temps il y avait des irrégularités, un peu de corruption, mais bon, c'est comme ça partout, on s'habitue. Et cette crise m'a révélé en fait qu'on était au sein d'une gigantesque manipulation internationale et que le Covid était une première étape parmi d'autres pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Donc je pense que je ne suis pas le seul à avoir ouvert les yeux à cette occasion. Et moi, je suis fier finalement depuis le début, tout début de la pandémie. Comme pendant 15 ans, j'avais conseillé des gouvernements de droite, de gauche sur la gestion des épidémies. J'étais président de toutes les commissions près du ministère ou de la vaccination, même vice-président à l'OMS pour le groupe de travail des vaccins pour l'Europe. Je pense avoir une certaine légitimité. Depuis le début de la pandémie, j'ai vu qu'ils faisaient n'importe quoi. Je l'ai dit et je n'ai pas changé mon discours depuis 4 ans. Donc maintenant, je prends du recul sur tout ça. Et, et je pense que le fait d'éveiller les gens, ben, ça va finir par changer, j'espère. Vous avez parlé du Covid comme étant une étape vers Oui. l'établissement du nouvel ordre mondial voulu par des élites internationales. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus et nous dire en quoi c'est une première étape dans ce sens-là? Alors d'abord, c'est que tout était planifié. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Bien sûr. la pandémie de Covid était annoncée déjà dans le journal The Economist, était annoncée même dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, était annoncée dans... J'ai plein de témoignages, je ne peux pas tous les citer aujourd'hui, mais on sait que c'était planifié depuis longtemps. Même Bill Gates avait fait une répétition générale juste avant que ça démarre. Si jamais un jour il y a une pandémie de Covid, et puis donc on voit bien que tout ça a été planifié. Alors là, ça a fait un peu flop. Le virus n'a pas eu la mortalité qu'ils espéraient parce que quand on regarde, malheureusement, il y a des victimes. Hein, il y en a eu beaucoup dans le monde, mais c'était des personnes très âgées qui avaient des gros facteurs de risque. Mais dans l'ensemble, à l'échelon de population entière, il n'y a pas eu réellement de surmortalité, pas plus que certaines années de grippe sévère. En revanche, depuis l'inoculation de ce soi-disant vaccin, on voit une énorme augmentation de mortalité dans tous les pays qui ont inoculé, pas dans ceux qui n'ont pas inoculé. Donc, votre question au départ, c'était... Ah, c'était en quoi le Covid était une première Oui, étape, c'est ça, c'est pour dire juste que... en Oui, quelques mots. parce que je parlais du Covid, mais après, ils ont essayé de nous faire peur avec d'autres microbes. Alors, vous savez, Tedros, le directeur de l'OMS, a dit attention, il y a Marburg, Ebola, va décimer la planète. Il a plusieurs alertes. Mais un virus qui tue à 80%, c'est malheureux pour les victimes, mais il ne peut pas faire une pandémie parce que ça rend les gens tellement malades. Il n'y a pas de porteurs asymptomatiques. Il suffit de les soigner. Bon, il n'y a pas toujours de traitement très efficace, mais il y a des gens qui s'en sortent quand même. Et de les isoler, et ça ne se transmet pas. Euh, donc, Donc si je comprends bien, cette pandémie, ce qu'elle a fait, elle nous a amené en quelque sorte à ce traité de l'OMS qui a eu lieu voilà. récemment et qui remet une partie de souveraineté des États entre les mains de l'OMS, Voilà, surtout tout dans à le fait. cas de gestion Alors de c'est pandémie. important cette histoire d'OMS. Juste après, ils nous ont fait peur avec la variole du singe. Moi, j'avais écrit dès le début que c'était une supercherie. Alors, malheureusement, il y a eu quelques victimes, mais ça a fait flop au bout de quelques semaines. On nous a pas. Bill Gates avait dit attention, il y a un nouvel entérovirus des enfants qui va tuer tous les enfants. Là maintenant, Tedros, il dit j'ai le virus X dans ma mallette et je peux le sortir à tout moment. Tout récemment, vous savez que l'Union européenne a précommandé 40 millions de doses d'un vaccin pour un virus de grippe aviaire H5N8 qu'on n'a pas encore vu.
Alors j'ai écouté une interview à une télé américaine l'autre jour. Paraît-il qu'il y a 15 poulets qui sont morts aux États-Unis. Au Mexique, non? Peut-être au Mexique, mais j'avais entendu, oui, peut-être en Amérique, mais je n'ai pas vérifié. Qu'il n'y a pour l'instant pas de cas humain, mais il a dit attention, ce virus, il peut tuer 50% des gens. Non, mais on vous manipule totalement, ils vont sortir tout. Donc voilà. Alors le traité de l'OMS, vous faites bien d'en parler. Il rêve que l'OMS, et donc Tedros, qui était quand même un collaborateur de Bill Gates, et l'OMS maintenant appartient à l'industrie pharmaceutique et à Bill Gates en majorité, il voudrait que l'OMS soit au-dessus des États. Pour faire peur aux gens, Tedros dans son bureau tout seul, il pourra dire bah, oh là là, on a vu, il y a eu quelques personnes au Mexique qui sont tombées malades, on a vu une chauve-souris qui avait un comportement anormal, il y a une menace pour l'humanité. Il pourra fermer les frontières, prendre toutes les décisions liberticides. À ce moment-là, un laboratoire pharmaceutique va dire ah ouais, c'est génial, on a justement le vaccin de la chauve-souris du Mexique Remède qui est tout miracle. prêt. Et pourra imposer l'administration de force d'un produit expérimental, ce qui est totalement illégal. Hein. Quand on a injecté de force les vaccins, les obligations vaccinales des soignants, des pompiers, des militaires, tout ça, c'est contre la Convention d'Oviedo, contre la Convention d'Helsinki, contre le Code de Nuremberg. Donc c'est passible de complicité de crimes contre l'humanité. Ils rendront leur compte un jour, ça j'en suis convaincu. Il ne faut pas qu'ils soient dans leur tour d'ivoire pensant qu'ils sont éternellement invincibles. Donc voilà, on voit que finalement, ces histoires infectieuses vont probablement faire flop, ils vont encore nous faire peur. Mais après, ils vont nous inventer d'autres trucs comme le réchauffement climatique, le terrorisme, la guerre en Ukraine et tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir résister à un moment donné, apprendre à dire non. Moi, ce qui m'affole là-dedans, c'est que s'il n'y avait pas eu les médias, toute cette crise serait terminée depuis longtemps. Je ne parle pas de vous, mais des médias aux ordres qui ont touché plusieurs milliards, c'est même Macron lui-même qui l'a dit, je n'ai pas inventé, pour raconter des balivernes tous les jours, faire peur aux gens, pour les manipuler. Mais ils n'arriveront pas à faire ce nouvel ordre mondial parce que toutes les grandes puissances seraient d'accord, mais chacune est d'accord si elle dirige. Que ce soit les États-Unis, la Russie, l'Inde ou la Chine. Ah ouais, d'accord, on est d'accord pour un nouvel ordre mondial, mais c'est nous qui dirigeons. Donc, ils vont forcément se taper dessus. On le voit déjà avec ce qui se passe avec la Russie. C'est déjà le cas. On voit ce qui se passe avec les BRICS qui sont en train de menacer le dollar. Les BRICS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Bon, maintenant, il y a d'autres pays, dont l'Arabie Saoudite et la Turquie qui commencent à rejoindre. On ne paye plus aujourd'hui certains échanges internationaux en dollars. Il y avait le pétrodollar qui dominait la planète. Du coup, les Américains pouvaient imprimer des billets à la tonne sans que ça génère de l'inflation chez eux, parce que le dollar était utilisé dans le monde entier. Donc maintenant, ils voient bien qu'ils sont foutus, que les BRICS vont lancer en octobre prochain leur propre monnaie. Justement, par rapport à l'aspect géopolitique de la chose, et pour revenir un peu à la pandémie, est-ce que, justement, la Russie et la Chine n'ont pas voulu accepter les injections expérimentales occidentales? Ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni Moderna. Et donc la Russie a produit le leur, la Chine a produit le leur. Est-ce que vous avez des données concernant les effets secondaires de leur production? On a très peu de données parce que c'est des pays qui sont un peu secrets, qui n'ont pas transmis leurs données. Moi, je sais, j'ai discuté avec des médecins, des gens au Maroc qui m'ont dit qu'ils avaient... Il y a peut-être des effets secondaires, je ne sais pas, mais ils avaient l'impression d'en avoir beaucoup moins que... Parce qu'ils ont utilisé le vaccin chinois au Maroc et pas les vaccins européens ou américains. Après, je n'ai pas de données solides, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas utilisé la technologie de l'ARN messager. Et c'est vraiment cette technologie de l'ARN messager qui était totalement nouvelle, qui a provoqué des dégâts considérables, des effets secondaires majeurs et des décès. Maintenant, on estime, alors c'est une estimation, qu'il y a des millions de gens qui seraient décédés de l'injection expérimentale. Et en plus, on ne développe pas un vaccin comme ça en quelques mois, d'autant qu'on sait qu'il avait déjà commencé à le breveter, à commander tous les ingrédients, les petits flacons en verre avant la pandémie, pour sortir comme ça du chapeau un vaccin. Un vaccin, c'est déjà 10 ans de recherche avant qu'il arrive chez l'homme, en tout cas en commercialisation. Et à une technologie totalement nouvelle comme ça, il aurait fallu au moins 15 ans. Et là, c'est sorti en 3 mois, en 6 mois. Et en plus, on sait que les études publiées des fabricants ont été truquées. Tout ça a été révélé publiquement par des gens qui ont participé à tout ça. Donc, c'est une vaste mascarade et c'était un moyen de contrôler les... Il fallait absolument faire peur aux gens, vous allez tous mourir.
interdire tous les traitements qui marchaient, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, l'ivermectine, parce que maintenant, même si on continue à dire dans les médias que ça ne marchait pas, il y a toutes les preuves internationales que ça a marché super bien, à condition de donner très tôt. Donc on a empêché de traiter, ce qui était du jamais vu dans l'histoire de la médecine, pour imposer un produit expérimental qui a été imposé de façon totalement illégale. Donc tout ça m'a énormément choqué. C'est pour ça que je me suis permis de parler publiquement. On m'a attaqué, je m'en suis foutu parce que moi je me bats toujours avec des données. Moi je n'ai jamais insulté personne ni attaqué personne. Quand on m'attaque, eh ben, je donne les données. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre des médecins m'a donné totalement raison, disant que j'étais une des rares personnes en France à avoir la compétence pour émettre un avis, et que non seulement j'avais le droit d'avoir un avis divergent, j'en avais même l'obligation, c'est écrit en toutes lettres dans le verdict du Conseil de l'ordre. Et puis dans tous les cas, la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Et il s'agit d'être bien en se regardant dans le miroir. Il fallait que je me regarde dans la glace le matin pour me raser. Vous ne vous rasez pas? Moi, je me rase pas. Pensez-vous qu'un laboratoire comme le laboratoire P4 d'Ouvin est capable de mettre en place des technologies qui produiront des virus qui peuvent être militarisés et utilisés contre les humains? Bien sûr, mais d'ailleurs tout ça est public. Il ne faut pas oublier qu'Anthony Fauci a financé ce qu'on appelle le gain de fonction. Le gain de fonction, c'est qu'on prend un virus d'origine animale, à la base qui est naturel, mais qui est peu transmissible à l'homme, parce que il y a des virus, il y en a partout dans la nature, et le virus d'une civette, d'un pangolin, ou d'un écureuil, ou d'une vache, la plupart du temps est très peu virulent chez l'homme, il ne va rien faire, une maladie très bénigne. Donc on trafique ce virus en laboratoire pour qu'il soit transmissible à l'homme. C'est ça le gain de fonction. Et tous les laboratoires P4 dans le monde, ils passent leur temps à faire ça, avec des financements, alors qui viennent souvent des États-Unis, mais pas que. On sait que la France a été totalement impliquée là-dedans, parce que Biomérieux a fait un laboratoire P4 à Lyon, qui était le premier en France, mais c'est eux qui ont fabriqué le laboratoire de Wuhan. Il ne faut pas oublier que c'est Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, qui, avec la ministre de la Santé à l'époque, a inauguré le laboratoire en Chine. Donc il y a beaucoup de... Et on sait que quand Fauci n'a plus le droit de financer les études de gain de fonction aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à râler, à lui chercher des poux dans la tête. Ils l'ont fait à l'étranger. Il a continué à financer cette fois-ci de façon délocalisée en Chine. Donc on ne sait pas trop qui est responsable dans tout ça. Je pense que c'est une association de personnes qui ne sont pas très bienveillantes, on va dire comme ça. Mais c'est évident que après, je n'ai pas été vérifié, on a dit qu'en Ukraine, il y avait des laboratoires comme ça de recherche pour les armes de guerre. Moi qui me suis battu pendant 20 ans sur la maladie de Lyme, ça n'a rien à voir, c'est une bactérie transmise par les tiques. On a maintenant la preuve que c'était bien une bactérie modifiée d'abord par les nazis, les japonais, puis les américains. Mais effectivement, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que ce virus du Covid s'est échappé exclusivement du laboratoire du Wuhan? Parce que même avant que cela arrive en Europe et qu'on constate les premiers cas, bon, après ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage personnel. Mon petit cousin, il a attrapé une maladie qui lui a provoqué une double pneumonie avec tous les symptômes qui ressemblaient à ceux qui allaient advenir et le Covid. Donc on peut toujours se poser la question. Maintenant, j'aimerais... On sait que le Covid a circulé dans le monde avant Wuhan. Parce qu'il y a l'épidémie des vapoteurs aux États-Unis, l'épidémie dans le nord de l'Italie. On a trouvé le virus dans les égouts de Bordeaux et de Barcelone. Vous parlez de votre cousin en Ukraine. Donc il y a eu des cas où les médecins, a posteriori, ont dit tiens, c'est curieux quand le Covid est arrivé, parce que j'ai vu des cas similaires il y a 3 mois. Le scanner était exactement la même. Ils avaient effectivement perdu le goût et l'odorat, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et il y a eu des autopsies faites a posteriori. Et l'Institut de cancérologie de Milan avait refait des prélèvements sur les poumons des gens décédés, avait montré que c'était le virus du Covid-19. Et il y a eu la même chose aux États-Unis. Et ce qui est curieux, c'est qu'aux États-Unis, il y avait une grosse couverture médiatique quand ça a été lancé. Puis après, tout a disparu du net. Moi, j'ai recherché après parce que j'avais vu des trucs passer. Et là, il y avait un nettoyage. Alors, je n'ai pas été faire les fins fonds du Darknet. Peut-être qu'on peut retrouver. Mais il y avait un gros ménage. On va dire, il y a des théories qui disent que pour les États-Unis, ces virus et en fait la couverture médiatique de ces virus servait pour les élections afin de promouvoir le vote par correspondance avec lequel on pouvait pas mal tricher. Mais bon, c'est pas notre sujet. Voilà. Question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que du coup, vous pensez que le H5N1 vient d'un P4 aussi? C'est celui de la grippe 2008, 2009. Ouais. Bon. 2009.
Ce serait une arme aussi Je sais, moi, a posteriori, je me dis peut-être que c'est déjà trafiqué à l'époque, moi j'y ai cru. Hein, bon. De toute façon, c'est très compliqué de faire les deux, un virus très transmissible et mortel. Ils peuvent prendre n'importe quelle maladie qui On fait sait un pas. tout petit peu de bruit. Non, on ne sait pas. On ne sait pas je d'où pense. vient le H5N1, on n'a Non, pas. non, non, j'ai pas. H1N1, c'était H1. Non, H5N1, c'était une grippe aviaire, mais qui tuait que les volailles et qui a tué deux, trois H1N1, éleveurs de volailles en Hollande qui avaient sniffé des milliers de volailles contaminées, donc ils en avaient pris tellement qu'ils sont tombés malades. Mais le virus dont on a parlé, c'est le H1N1. La première alerte avait été lancée au Mexique en disant que ça venait du port et on montrait des photos de la ville de Mexico, ville morte, avec des morts partout. A posteriori, je me dis ce scénario a peut-être été un peu exagéré parce qu'on n'a jamais eu vraiment la confirmation que toute la ville de Mexico avait été dévastée par ce virus. Mais c'est le scénario qu'on avait à la télé tous les soirs. Maintenant, j'aimerais aborder la question de votre dernier livre. Il faut se réveiller 4 ans après. Et je voudrais savoir, il y a beaucoup de littérature qui a été faite de tous les côtés à propos de cette pandémie, à propos de cette crise, à propos des vaccins, à propos de tout. Donc, ce n'est pas tant... C'est votre intention qui m'intéresse maintenant. Quel message voulez-vous passer à ceux qui liront le livre et pour ceux qui ne le liront pas, si vous pouvez le résumer Voilà, donc mon livre, c'est Le Réveil présenter. 4 ans après, qui est publié chez Guitry Daniel depuis quelques jours. Donc c'est un livre qui est plus personnel. Je n'étais pas forcément à l'initiative. J'ai déjà écrit 3 livres sur le Covid chez Albin Michel. Et là, c'est un ami que tu n'étais pas ami au début, qu'on s'est rencontré par hasard pour une interview. Stéphane Chatry, qui m'a dit j'aimerais bien que que vous parliez un petit peu de votre enfance, qui vous êtes, parce que beaucoup de gens se posent la question pourquoi parmi tous les professeurs vous avez résisté, vous avez eu cette foi. Et moi, ça me paraissait naturel, mais après, moi, je voulais pas trop me livrer, j'étais un peu réservé, pudique, et puis finalement, je me suis prêté au jeu, et en relisant le livre, effectivement, il y a une logique, on découvre qui je suis, donc c'est plus personnel, c'est moins technique que les autres livres, et puis c'est pas que le Covid, il y a mes combats sur la maladie de Lyme, sur la destruction de la médecine en France et dans le monde, sur ma vision d'une médecine un peu holistique, plus humaine, parce qu'on a Big Pharma a totalement neutralisé la médecine pour en faire uniquement une industrie chimique, ce qui n'est pas le but de la médecine, qui doit rester humaniste. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Et donc c'est toute ma réflexion, et puis je parle de mon expérience dans les cabinets de conseil, quand je présidais des commissions proches du ministère de la Santé. Donc c'est un petit peu... pas seulement les 4 années Covid, mais c'était aussi plus de 20 ans d'expérience dans l'expertise en santé publique. Et l'éclairage que j'ai eu avec la crise Covid, qui me dit, bon là, on part dans le mur, on sait que les autorités veulent vendre la santé française pour quelques euros à des cabinets milliardaires aux États-Unis. Alors après, on me dit, bon, bah, là, tout ça, c'est un peu pessimiste. Non, je suis très optimiste parce que tous ces tyrans tombent un jour dans la démesure. C'est le syndrome. Moi-même, maître du monde, ils se sentent plus. Ils se sentent plus. Et puis. Ouais, après moi, le déluge. Ils vont se casser la figure parce qu'il y a tellement de données qui éclatent dans le monde entier, de partout, même si c'est censuré. Les médias aux ordres, ils sont là avec des couvercles pour qu'on ne regarde pas, mais ça fait pchit. Quand on verrouille une cocotte minute, un jour, ça fait paf. Hein. Là, on sent qu'on est au bord un petit peu de l'explosion de tout ça. Si vraiment on est curieux, on les trouve, toutes ces données. Elles sont pas... Mais les gens ne veulent pas les chercher. D'abord, beaucoup de gens disent, ils ont été tellement traumatisés. Bon, non, il ne faut plus parler de ça, le Covid c'est terminé, maintenant on veut respirer. Ils ne se rendent pas compte que c'était une démarche, c'était une des premières étapes. Je leur dis, ouvrez les yeux. Le Covid c'est derrière, on va vous sortir quelque chose demain. Donc il ne faut pas du tout fermer les yeux là-dessus. Mais... c'est cette démesure, ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, ça a toujours fait chuter les tyrans. Et maintenant, il y a des... ça ne viendra peut-être pas de la France, mais je compte sur envoyer des juges aux États-Unis, dans le Kansas. Maintenant, il y a, je crois, 5 États qui portent plainte contre le fabricant de vaccins. En Australie, ça chauffe dur, des gens demandent des comptes aux autorités. Et puis, les médias sont plus libres dans d'autres pays qu'en France. Moi, j'ai vu déjà même en Angleterre, en Allemagne, dans les pays de l'Est de l'Europe, littérature beaucoup plus libre. Et puis aussi, il ne faut pas oublier le continent africain. Maintenant, les médias africains prennent de plus en plus de poids en Asie.
Euh, donc on était notre petite Europe centro-centrée, l'Amérique centro-centrée. On était la civilisation du monde. Voilà, il faut rester ouvert sur les autres civilisations qui nous ont beaucoup apporté. On a peut-être apporté aussi, mais euh, et moi, Donc, une vision d'espoir, en fait. ah, ben, bien sûr, Les choses, elles avancent. moi, je suis. On commence un peu à faire le tri dans cette affaire, déceler le vrai du Après, faux et appeler les responsables peut-être Vous à la savez, responsabilité. il y a quelqu'un de connu qui avait dit la bête de l'événement arrive. Ah, oui. Moi, je pense que la bête de l'événement se meurt, mais une bête qui meurt, une bête féroce, elle devient beaucoup plus dangereuse. Et là, en ce moment, on voit qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. On voit tout ce qui se passe dans l'actualité. Ça me fait un peu peur parce qu'il suffit qu'il y ait un fou qui appuie sur le bouton nucléaire. Mais bon, je pense que j'ai confiance dans la nature humaine et je pense que il y a beaucoup d'agitation. Et puis surtout, il y a de plus en plus de gens éveillés. Là, aujourd'hui, je suis en Corse, mais j'étais dans plein d'autres villes de France. Il y a 2 ans, les gens ne croyaient pas à tout ça, mais le gouvernement est là pour notre bien. Et c'est difficile pour quelqu'un d'accepter qu'un gouvernement ne veuille pas le bien de la population. C'est choquant même. Oui. J'avais du Quelque mal à part, les aristocrates, c'est censé être des meilleurs. Hein. voilà. Ouais. Et donc, moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'éveillés partout. Les gens voient des morts, des poussées de maladies auto-immunes, des cancers, des chutes. Dans tous les pays qui ont vacciné, quoi, c'est pas un vrai vaccin, qui ont pseudo-vacciné, chute de la fertilité. Même Macron le reconnaît. C'est ça qui est terrible parce que c'est le pompier pyromane. Il dit ah, c'est bizarre, il y a une chute de la fertilité en France, il faut réarmer la fécondité. Je ne sais plus comment il avait dit ça. C'est pareil, même des journaux comme Le Parisien, il y a 2 ans et demi, disaient tiens, c'est curieux, il y a vraiment une augmentation de la mortalité en France qu'on n'a jamais vue. On ne sait pas d'où ça vient. Pareil aux États-Unis, on ne sait pas d'où ça vient. Ils savent très bien d'où ça vient parce que c'est arrivé après le Covid. C'est pas le Covid, c'était l'inoculation. Euh, Ça veut dire que c'est un Covid long? alors, le Covid long, c'est différent. Le Covid long, c'est quelqu'un qui a fait un Covid aigu, qui n'a pas été traité le plus souvent. Et soit le virus va rester très longtemps, chez certains, pas chez tout le monde, il peut rester, mais ça réveille des infections dormantes comme la maladie de Lyme, ou ce que j'appelle les crypto-infections, ces infections inapparentes. Parce que souvent les traitements du Lyme chronique marchent aussi sur les Covid longs. Il y a c'est assez proche comme maladie. Et là, je parlais plutôt des effets secondaires du pseudo-vaccin. Alors, il y a des gens qui sont morts malheureusement dans les premiers jours, très rapidement après l'inoculation. Mais on voit qu'il y a des gens qui démarrent des turbocancers 2, 3, 4 semaines, quelquefois quelques mois après. Quelquefois plusieurs cancers différents, de type cellulaire différent. Ce n'est pas des métastases, c'est vraiment des cancers d'organes différents en même temps. Ce que les cancérologues voyaient exceptionnellement, mais maintenant ça devient beaucoup plus fréquent. Des cancers qui touchent des personnes jeunes, plus cette baisse, et puis les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus. Il n'y a qu'à voir les dégâts qu'il y a eu chez les pilotes de ligne et les hôtesses de l'air là, à cause de la pression de la cabine qui baissait. Il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, je dis, on ne peut pas cacher éternellement les morts sous le tapis, même si on trafique un peu les statistiques, etc. Surtout que la France refuse, contrairement à l'Angleterre qui l'a fait, de donner les statistiques officielles pour savoir qui est mort en fonction de son statut vaccinal. Et ça, c'est un immense scandale. Avec des collègues, on l'a fait avec l'association Bon Sens, Pierre Chaillot l'avait fait. Ils refusent en disant non, non, mais on n'a pas les données. Ou après, quand ils disent oui, on a les données, mais on pourrait les avoir, mais c'est trop compliqué. Nos fonctionnaires, ils ne sont pas assez nombreux. Non, c'est-à-dire qu'on se moque de nous. Alors, il y a encore des gens naïfs, hein, je reconnais, mais je pense que là, beaucoup de gens quand même ouvrent les yeux aujourd'hui. C'est ça qui me rend optimiste, hein, et que je continuerai à me battre jusqu'au bout, parce que c'était pour moi une des plus grandes impostures du siècle, même de plusieurs siècles quand on regarde à l'échelon de l'humanité, parce qu'ils ont réussi à coordonner tout ça sur beaucoup de pays. C'est ça qui est affolant quand même. Merci beaucoup pour cet entretien et je voudrais vous demander, pour tous ceux qui vont regarder cette interview, si vous avez un message à passer. Le message, je leur dirais, apprenez à dire non. Si on vous donne des ordres débiles, si on vous... c'est pas moi qui l'avais dit, il y avait eu Einstein, De Gaulle et puis Gandhi qui avait dit ça. Vous devez, si c'est contre votre conscience, vous devez apprendre à désobéir. Et moi j'étais ravi de désobéir, j'aurais pu me coucher comme tout le monde en mars 2020. Comme malheureusement la plupart de mes collègues, j'ai dit non, c'est pas possible, ça venait de mes tripes.
je dois me battre pour mes enfants, mes petits-enfants. Je leur dis non. Et comme il y a un monsieur qui m'a dit qu'il voulait nous emmerder, ben, j'ai eu un peu le sentiment dans l'autre sens aussi. Et je continuerai jusqu'au bout parce que je sais que je suis dans la vérité. Et c'est pour ça qu'ils sont ennuyés parce que quand on est dans la vérité, qu'on est centré, qu'on donne toutes les preuves, moi, ils ne savent pas par où me prendre. Ils m'ont attaqué comme ça, de diffamer, mais je m'en fous complètement parce que moi, je réponds toujours avec des arguments scientifiques. Donc, apprenez à résister. C'est vraiment le message et nous allons tous gagner. On est bien plus nombreux que les quelques personnes qui nous manipulent là-haut. C'est super. Merci Merci. beaucoup. Maintenant, allons profiter de la beauté de la Corse et Voilà. de ses habitants. Voilà, merci. Superbe pays.